Bien, monsieur et madame les parlementaires, monsieur le sénateur, monsieur le président de l'université Paris-Dauphine, messieurs les présidents d'associations du numérique, messieurs les membres du Conseil national du numérique, c'est une grande fierté aujourd'hui de démarrer en fait cette première étape de notre initiative, le débat citoyen numérique, que nous avons voulu intituler aussi « Quelle politique numérique pour la France ?» Alors c'est une grande fierté aussi parce que c'est pas seulement une initiative d'associations professionnelles du numérique et d'associations du numérique en général, mais aussi c'est une volonté de citoyens et de citoyennes qui la constituent et qui ont pris à bras le corps et avec beaucoup d'énergie cette idée qui était toute simple, qui était de dire que si on veut mettre au cœur du débat et on veut mettre au cœur du prochain mandat présidentiel le numérique, eh bien c'est probablement à nous d'interpeller les candidats pour leur faire part de nos interrogations sur tout un tas d'enjeux que nous percevons comme majeurs pour la France. Alors le BG a initié ce mouvement. C'est une organisation professionnelle qui regroupe 550 entreprises et surtout, j'allais dire, 130 000 professionnels du numérique qui se retrouvent dans des conférences que nous organisons, un peu plus d'une centaine par année. Le BG a fédéré autour d'elle un grand nombre d'associations légitimes sur le sujet du numérique, avec la FEVAD, l'ISOC, le chapitre français de l'ISOC, la Fédération française des télécoms, le Syntec, Terra Femina et la filière STIC. Et puis bien sûr on a le concours un peu spécial et un petit peu une sorte de patronage du Conseil national du numérique qui nous accompagne également dans cette initiative. Alors le débat citoyen numérique, c'est quoi? C'est un débat que nous voulons ouvert entre, d'une part, les candidats à l'élection présidentielle et d'autre part, les citoyens qui sont accompagnés par les associations du numérique. Ça se décompose en deux phases pour être très simple. D'abord, ce colloque qui réunit des hommes et des femmes politiques, mais aussi des patrons d'organisations associatives et également des hommes et des femmes de l'entreprise et qui ont répondu à notre appel et nous allons organiser ce premier colloque sous forme de table ronde, j'y reviendrai. J'en profite en fait pour remercier aussi les élus de la nation qui y participent, puis remercier le Conseil national numérique qui nous a aidés pour définir les thématiques de cette journée et de toute l'initiative pendant la campagne. Et le second temps, c'est un temps dans lequel nous allons avoir les candidats à l'élection présidentielle, un par un, pour venir répondre aux questions, à la fois des citoyens et des associations, sur ces enjeux, avec nos partenaires médias, qui sont le Figaro.fr, BFM Business et 01net, qui diffuse ce live stream aujourd'hui. On sait bien qu'il y a beaucoup d'enjeux qui nous rapprochent tous, mais on sait aussi qu'il y a un certain nombre de sujets qui interpellent nos concitoyens et qui parfois les divisent, pas tant sur le fond, mais parfois sur la méthode et sur la forme pour les résoudre. C'est donc bien là le rôle que nous, associations du numérique, et je vais couper mon téléphone, on veut jouer ce rôle en mettant ces sujets sur la table pendant la campagne pour que les candidats à l'élection présidentielle aient la capacité de les saisir, de les traiter, de nous donner leur position et peut-être même de prendre ces engagements pour que nous ayons une présidence aussi qui puisse mettre cette opportunité au cœur de notre fonctionnement économique, mais aussi démocratique. On va y revenir pendant ces tables rondes. Donc voilà, les tables rondes, aujourd'hui, il y en avait 5 qui étaient prévues au programme, on en a regroupé 2, donc il en restera 4. Donc on va essayer de faire tenir donc, dans cette matinée ce programme chargé. On démarrera par le sujet de la fracture numérique et de l'éducation et de l'aménagement du territoire. On a regroupé des thématiques ensemble pour pouvoir avoir un débat intéressant. On a regroupé les 2 tables rondes économiques qui étaient accompagner la réduction des déficits grâce au numérique et accompagner la croissance. On les a regroupés dans une seule table ronde. Et puis nous avons ensuite un sujet sur les libertés fondamentales, également un sujet sur l'e-démocratie
et l'open data, qui sont des sujets différents, mais que nous avons choisi de regrouper dans cette table ronde. Et puis on finira par un sujet qui nous intéresse, un petit peu presque le backstage du numérique, qui est la façon dont les états-majors aujourd'hui organisent leur campagne digitale. Donc ce sera la dernière session, avec des représentants des équipes de campagne de l'élection présidentielle concernant leurs organisations digitales. Alors il ne vous a pas échappé qu'il y a urgence sur quelques sujets économiques, et même plus largement des sujets d'équilibre économique, on pourrait dire. Et il ne nous a pas échappé à nous non plus que ces sujets vont occuper probablement une place extrêmement importante dans la campagne, avec ceux bien sûr de la dette dont je parlais, mais aussi notre place dans l'Europe et puis l'emploi également. Mais notre message, il reste que nous considérons le numérique comme un moyen, comme une opportunité et comme une chance pour faire face précisément à ces enjeux. En clair, et je l'ai souvent entendu dans la bouche en fait, des présidents des associations, le numérique, pour nous, on pense qu'on fait plutôt partie de la solution. Donc c'est ce qu'on va essayer de défendre et débattre aujourd'hui. Ce que nous voulons, en fait, je crois, c'est finalement, je crois que c'est assez largement partagé. C'est une France forte sur le sujet du numérique, mais aussi une France forte avec le numérique. Et pour la plupart en fait, des politiques que j'ai rencontrées, je ne crois pas trop, sans éternel reproche qu'on leur fait constamment sur la méconnaissance du sujet. Certains diront différemment. Et je ne crois pas non plus en fait, au procès qu'on leur fait concernant le désintérêt du sujet. La preuve en est à la fois les débats à l'Assemblée, mais au Sénat, et puis aussi en fait, au nombre d'élus qui ont décidé de participer à notre initiative et que je remercie à nouveau. Alors je vais passer la parole à Gérard Dantec, qui est le président de l'ISOC, du chapitre français de l'ISOC, et qui va animer le premier débat sur la fracture numérique. Merci. Merci Philippe. Moi je voudrais d'abord dire bonjour et bienvenue à ceux qui sont présents physiquement dans cette salle Raymond Aron de l'Université Paris-Dauphine, à ceux qui suivent l'événement sur la toile, et à ceux qui s'apprêtent fort nombreux à poser des questions sur Twitter, sur Facebook. Cette première table ronde s'intitule Fracture numérique, intégration du numérique dans l'éducation et l'aménagement du territoire. Et si je l'anime, c'est sans doute parce que le slogan de l'Internet Society, c'est Internet pour tous. Alors, pour répondre aux questionnements des internautes que nous favoriseront, ainsi que les questions que vous n'allez pas manquer de poser ici, nous avons invité donc monsieur Pierre Louette, qui est secrétaire général de France Télécom, donc, qui est l'opérateur de télécommunications historique et qui est très impliqué dans le déploiement de la fibre. À sa droite, Hervé Moret, sénateur de l'Eure, Sensibilité Nouveau Centre, qui est surtout connu pour être l'auteur du rapport Moret que lui a confié le Premier ministre sur le déploiement du THD en France, du très haut débit, excusez-moi pour les acronymes. Et ce rapport a donné lieu, je crois savoir, au dépôt d'un projet de loi, et il vous expliquera cela tout à l'heure. À sa droite, Maxime Lombardini, directeur général de Iliad Free, opérateur et fournisseur d'accès, impliqué, également très impliqué dans le déploiement de la fibre en France. Et enfin, Alain Assouline, maire adjoint de Bouffémont, Sensibilité PS, président de l'agence digitale Les Argonautes, lui très impliqué notamment dans les réseaux sociaux de proximité, et qui est également directeur de l'Institut Edgar Quinet, qui s'occupe de la formation des élus. Voilà, alors donc nous allons faire en sorte de bien suivre le fil de Twitter qui va se dérouler à l'écran, et de sélectionner les questions et de les synthétiser entre elles pour poser des questions à nos invités. Mais pour réchauffer l'atmosphère, avant de passer la parole aux internautes et à la salle, j'ai envie de vous poser, messieurs, la question suivante. La fracture numérique
existe-t-elle? La France est-elle en retard ou en avance par rapport à ses voisins européens et plus globalement dans le monde? Et quand on parle de fracture numérique, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une fracture numérique sur les équipements? Est-ce qu'on parle d'une fracture numérique sur les usages? Monsieur Moret. Merci beaucoup. Ça fonctionne? Oui, ça a l'air. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous féliciter de cette initiative, parce que je crois que c'est très important d'essayer de faire de la campagne présidentielle et du prochain mandat, de mettre au cœur de cette campagne et ce prochain mandat la question du numérique qui me paraît tout à fait importante. Elle me paraît tout à fait importante et ça me permettra de répondre à votre question sur la fracture numérique parce qu'aujourd'hui, il y a bel et bien une fracture numérique, contrairement à ce que certains peuvent nous dire, entre des territoires où il n'y a rien du tout, je dis bien rien du tout. Il y a des communes aujourd'hui où vous n'avez même pas une connexion à 512 kilobits seconde. Alors on nous annonce des chiffres très flatteurs selon lesquels 98% des Français auraient aujourd'hui la possibilité d'accéder à la DSL, mais c'est des chiffres qui ne correspondent pas forcément à la réalité parce que ces chiffres, ils prennent en compte uniquement la connexion minimale, c'est-à-dire à 512 kilobits seconde. Or on sait très bien, chacun le reconnaît, qu'aujourd'hui il faut un minimum de 2 mégabits seconde pour avoir une connexion correcte. Et quand on prend en compte ce seuil, on n'est plus à 98%, ni à 90%, on est autour de 77%. Et quand on parle d'offres triple play, ce à quoi aspirent aujourd'hui les Français, on est à peu près en dessous de 50%. Donc ce petit rappel pour montrer que la situation n'est malheureusement pas aussi merveilleuse qu'on veut bien nous le dire. Je pourrais dire à peu près la même chose sur la téléphonie mobile, parce que ça fait aussi partie de la couverture numérique des territoires. Quant au déploiement de la fibre, c'est-à-dire à l'étape suivante, au très haut débit, on est dans une situation qui n'est pas non plus satisfaisante et je peux, sans prendre malheureusement beaucoup de risques, dire que les objectifs qui ont été fixés par le président de la République, à savoir 70% de la population bénéficiant du très haut débit en 2020 et 100% de la population en 2025, ne seront jamais tenus compte tenu du modèle de déploiement qui a été choisi. Alors je ne sais pas si j'ai le temps d'en dire un peu plus à ce stade ou si j'y reviendrai tout à l'heure, mais en quelques mots, je pense que le modèle choisi ne permettra pas d'atteindre cet objectif parce que concrètement, il repose sur l'initiative privée, c'est-à-dire sur la bonne volonté des opérateurs qui m'entourent de part et d'autre à cette table. Et les opérateurs, et je les comprends tout à fait, ce sont des entreprises privées. Je ne les en blâme pas. Ils sont donc dans une logique où ils recherchent des résultats et donc ils vont aller uniquement là où il y a rentabilité. C'est-à-dire ils vont aller sur un nombre extrêmement limité de communes de notre territoire. Et donc la fracture numérique que l'on a aujourd'hui, elle ne va faire que s'accentuer si on ne prend pas des mesures fortes pour y remédier. Et je citerai un exemple très simple que j'ai vécu dans mon territoire il n'y a pas très longtemps. On a sur ma zone d'activité eu la labellisation très haut débit, donc ça permet des connexions à des niveaux très élevés. Et à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau, j'ai des communes qui me disent si seulement nous on pouvait avoir du 512 kilobits seconde, on n'en demande pas autant que sur ta zone d'activité où tu as du 400 mégas. Voilà, donc cette fracture, elle existe. C'est le sens du rapport que j'ai rendu non seulement au Premier ministre, mais d'un autre rapport que j'ai présenté au Sénat et qui a été adopté à l'unanimité du Sénat. Donc je dis ça pour montrer qu'il y a quand même un large consensus sur le constat que je dresse, puisque l'unanimité du Sénat, de la Commission, s'est faite sur ce rapport, et que ce rapport vient de donner lieu à un dépôt d'une proposition de loi qui sera présentée et sans doute adoptée par le Sénat en février. Merci beaucoup. Maxime Lombardini, que pensez-vous de cette... D'abord, je pense que c'est une très bonne idée de rassembler comme ça des élus, des opérateurs, des associations et des citoyens pour parler de ces sujets de façon un peu en avance de phase. Généralement, on le fait toujours quand il y a un projet de loi qui arrive. Là, on le fait pour les années à venir. Ça, c'est une bonne chose. On en a besoin. Sur la vision de la fracture numérique ou de la France numérique, on a de notre côté une vision assez radicalement différente de celle de M. Moret. On peut toujours voir un retard dans chacun des éléments de notre pays. Nous, on pense plutôt qu'on est très en avance en matière de numérique en France, qu'on a fait, par l'action conjuguée,
de la Commission européenne, des institutions européennes, des institutions françaises, des opérateurs, des régulateurs et des consommateurs. Un pas énorme en 10 ans. On était en retard, très en retard à la fin du Minitel. Aujourd'hui, on est l'un des pays les mieux équipés. Le e-commerce et autres sont très développés en France. C'est quelque chose d'assez naturel pour la plupart des gens. Et on a des réseaux qui sont, je pense que Pierre Louette, qui opère une bonne partie de ces réseaux, en dira plus que moi, qui sont extrêmement bien déployés. Alors après, on peut toujours dire qu'on est en retard par rapport à la Corée du Sud, mais la Corée du Sud n'est pas un modèle de développement de référence pour la France. Donc, je pense qu'il faut faire confiance aux opérateurs. On ne se concentre pas sur les seules zones rentables. L'accord qui a été annoncé entre France Télécom et Free, puis entre France Télécom et SFR, pour couvrir ce qu'on appelle les zones moins denses du territoire, sont la démonstration qu'on ne se concentre pas sur les zones rentables, puisque les zones rentables, en gros, c'est le cœur des villes. Or, cet accord, il porte sur des agglomérations systématiquement, et sur l'engagement d'aller faire non seulement le cœur des villes, mais aussi tout ce qui est autour. Donc, moi je dirais, pour faire court et pas trop long, laissez faire un petit peu les entrepreneurs. On connaît l'état des finances publiques françaises et des collectivités locales. Est-ce qu'il est nécessaire de tout de suite prendre des initiatives locales en dehors des opérateurs? Nous pensons que non. On a annoncé tous ensemble des investissements importants. On a déjà dépensé de l'ordre de 2 milliards d'euros sans argent public, en étant harcelé de taxes par ailleurs. Donc l'idée d'une nouvelle taxe sur chacun des abonnements, puisque c'est le projet dont M. Moret parlait à l'instant, qui équivaut en montant pour un foyer français moyen pratiquement à une deuxième redevance en termes annuels. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une attente de ce genre de proposition. Les opérateurs qui financent déjà tout et son contraire, France Télévisions, la création, le cinéma, demain la musique, ne pourront pas intégrer dans les forfaits sans douleur ce genre de taxes, de contributions. Donc ça veut dire une nouvelle augmentation. Et je crois qu'il n'y a pas de retard numérique, qu'on est au contraire le pays d'Europe, quand on prend les 5 grands pays développés, le plus en avance et de loin. La fibre optique en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, ça n'existe pas. Il y a des choses qui ressemblent, qui s'en approchent un petit peu du câble évolué, mais il n'y a pas de fibre optique. En France, on a un cadre très complet, on a déjà des foyers abonnés et on a des gros investissements. Donc, je dirais donner du temps au temps. Les réseaux, ça prend beaucoup de temps à se déployer. Le réseau téléphonique, il a fallu presque un siècle. Le réseau câblé, pour faire une petite partie du territoire, il a fallu plus de 10 ans. Donc, on ne va pas faire la fibre pour tous les Français en 5 ans, c'est clair. Simplement, il y a des grosses choses qui ont été lancées, qui sont des bonnes choses dans un cadre concurrentiel. Donc, ne gâchons pas d'argent. Attention aux réseaux d'initiative publique qui restent sans clients. On a un très bel exemple qui est la DSP 92. C'est un peu technique, mais en gros, il y a un réseau qui est en train d'être construit avec des subventions publiques et il n'y a aucun client. Aucun des opérateurs n'achète ce réseau, puisque chacun des opérateurs sur le département du 92 déploie son propre réseau de manière plus efficace et plus rentable. Voilà mon point de vue. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que M. Louette a une vision, partage totalement cette vision ou l'amende vos partis? Bon, partager totalement la vision de la concurrence, c'est toujours dangereux, parce qu'après on est accusé de tous les mots. Mais je dois dire que Maxime a dit beaucoup des mots que j'aurais pu dire moi-même dans l'analyse générale qu'il fait. Simplement pour essayer d'être complémentaire et pas redondant. Moi, ce dont j'ai l'impression, et pour avoir, j'allais dire, depuis pas mal d'années maintenant, engagé des travaux dans le numérique avec les autoroutes de l'information, même en 94, pour ceux qui s'en souviennent ou qui étaient nés à l'époque, si j'ose dire, ce qu'on sent monter de plus en plus fort, et ce que j'entends là aussi, de la part du sénateur, mais aussi d'un bon nombre de ses collègues, et je le comprends, c'est une très grande impatience numérique. C'est-à-dire que maintenant, dans le pays, l'impatience numérique s'est levée. Ce qui est pas mal, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont démarré. Xavier Niel en est un des plus éminents, mais d'autres aussi autour de lui. C'est vrai, comme Maxime l'a dit, qu'on n'est pas mal du tout dans le commerce électronique, qu'on n'est pas mal du tout dans plein de catégories du jeu, du numérique. Mais maintenant, de façon générale, il y a une impatience numérique, notamment chez les politiques, puisque le numérique est devenu un sujet de campagne. Le numérique est un sujet électoral aussi. Vous l'avez entendu un peu partout. C'est un argument quand on se présente devant les électeurs. Est-ce que j'ai obtenu, est-ce que je vais obtenir le raccordement et l'apport d'un débit croissant, même parfois d'un début de débit. Je sais que ça existe aussi dans le pays. Alors, cette impatience du numérique, elle donne lieu, comme c'est souvent le cas, à
différentes catégories d'acteurs. Il y a ceux qui ont la foi des nouveaux convertis, donc qui bondissent partout en disant il faut absolument du numérique à très très haut débit partout. Ça va pas être possible. Il faut être absolument simple et clair. Ça n'est pas possible. C'est juste, il faut pas faire croire aux gens que chacune des 36 400 communes, chacun des habitants d'un grand pays avec une population assez dispersée aura le très haut débit très vite. Donc on a des plans en cours qui nous placent de l'aveu même, d'ailleurs, j'allais dire de l'aveu, parce que c'est presque à contre-cœur que peu à peu ils l'ont réalisé, de l'aveu même des autorités européennes. On est plutôt en tête du peloton maintenant, Maxime l'a dit. On est de plus en plus en tête du peloton. Et ce qui vient d'être annoncé après l'accord important entre Iliad et France Télécom au mois de juillet, celui annoncé avec SFR tout récemment, ça nous permet déjà de programmer la couverture de 60% des foyers français et la montée en très haut débit pour tous ces foyers dans les 10 ans à venir. Donc ça répond à peu près aux objectifs présidentiels. On n'en est pas si loin. Donc il y a ceux qui ont à la fois des nouveaux convertis, il y a aussi les cassandres du numérique, ça c'est une des grandes spécialités de notre pays de produire des cassandres de toute nature. Là il y a ceux qui disent jamais on l'aura, ça n'arrivera pas, ça va être un échec. Bon, attendez, on vient de commencer, on met des milliards d'investissements dans le sol, littéralement aujourd'hui, et bientôt dans les immeubles. On attend aussi des décrets qui rendraient l'équipement numérique obligatoire dans les immeubles. Ça, c'est plutôt du côté de l'administration que ça doit se produire, c'est pas tellement du côté des opérateurs. Et puis, de grâce, enfin, quand même, dans cette maison, on peut le rappeler aussi, il y a un rôle pour les opérateurs privés qui déploient, ils sont privés, effectivement, ils ont été privatisés ou ils sont nés privés pour certains autres. Ils déploient activement, ils investissent des milliards d'euros sur tous les fronts dans la couverture. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ici ou là, on constate nous aussi qu'il y a des trous dans la couverture. Croyez bien que on souhaite peu à peu les résorber et étendre la couverture sur l'ensemble du territoire. Aussi bien en téléphonie mobile, j'en suis conscient. Il faut reconnaître sur une chose, et vous avez raison de le souligner, on se rend compte quand on voyage dans le pays, il y a des endroits, effectivement, on n'a pas encore une bonne couverture, il y a des endroits où on n'a pas encore un bon ADSL, mais globalement, le bilan, c'est plutôt un des meilleurs ADSL et surtout un des moins chers, ou peut-être le moins cher d'Europe, ce qui n'est pas si mal. Alors il y a l'impatience, il y a le courroux, la colère, l'espoir. Il serait bien aussi qu'il y ait une forme de raison numérique qui soit de se dire... Les choses sont programmées, le cadre juridique mis en place en France, il fonctionne, le cadre qui a été mis en place par le gouvernement, par le Parlement, exécuté et mis en œuvre par l'ARCEP, ça fonctionne pas si mal. D'ailleurs, un certain nombre de pays commencent à regarder. Il est original et il fonctionne. Encore une fois, reconnaissons-le un instant. Et puis donnons-nous un petit peu de temps pour ce déploiement sans verser dans les excès. J'ajouterai moi aussi un mot parce que c'est quelque chose à laquelle on est également attaché. On a besoin, dans ces métiers de réseau, d'une certaine prévisibilité. On ne peut pas bouger le cadre tout le temps. On ne peut pas non plus, effectivement, ajouter des modes de financement autoritaires, centralisateurs nouveaux à chaque instant, soit pour financer le numérique, alors ça devient donc une cause d'intérêt national, ce que je crois volontiers, mais enfin financé par l'État, ça ressemble quand même à des solutions du passé, ou alors des taxes opportunistes liées à différents sujets qui apparaissent. Si c'était uniquement pour financer les trous déjà constitués, on pourrait l'imaginer, mais pour financer de nouvelles dépenses dans la période dans laquelle on a un petit peu de mal à y croire, et donc on va effectivement essayer de s'employer à éviter ce genre de choses-là. Merci beaucoup. Donc on voit que cette vision est assez contrastée et c'est bien repris sur Twitter puisque ça se partage entre un interventionnisme d'État et finalement laisser faire les opérateurs. Donc là, pour l'instant, on s'attache particulièrement à l'aménagement du territoire, mais qu'en est-il des usages? Alors peut-être Alain Assouline peut à la fois nous parler un petit peu de l'usage de ces équipements sur la couverture territoriale et peut-être quelques mots aussi. Je crois que vous étiez à la réunion de la VICA ces derniers jours. Qu'en disent nos maires de ces communes de France? En fait, je pense que l'impatience dont vous parlez est tout à fait réelle. Elle est réelle aussi parce qu'on peut dire qu'il y a quelque part une fracture entre les usages, l'attente de pouvoir utiliser un certain nombre de choses, par exemple le triple play, mais aussi la possibilité ne serait-ce que de regarder la télévision à travers Internet, qui est un usage qui se développe de plus en plus, et la réalité de la couverture du territoire. Donc vous avez raison de dire, alors on dit comme ça à chaque fois que en effet, il y a une couverture extrêmement importante, mais le problème, c'est que dans bien des cas, cette couverture ADSL
ne permet même pas le triple play. Et donc il y a, c'est vrai, même là aussi on peut parler de fracture, entre le fait qu'aujourd'hui on est en train de parler de très haut débit, de très très haut débit, et vous dites ça ne va pas être possible de le faire, de tout couvrir avant 2020, etc. Et ça on peut le comprendre, c'est des infrastructures tellement lourdes qu'on peut le comprendre. Mais en même temps, la question de la montée en débit, c'est-à-dire au moins que tout le monde ait plus de 4 mégas, on n'y est pas. Et là, on a réellement un vrai problème. Je vais prendre un cas très concret, qui est le cas du Val d'Oise et de ma petite commune, dont je suis maire adjoint, dans le Val d'Oise. Je suis dans une commune qui s'appelle Bouffémont. On est sur du 500K, 1 méga, c'est-à-dire que nos concitoyens ne peuvent pas avoir le triple play. Bon. Il se trouve que France Télécom a annoncé que sur une partie du Val d'Oise, et on est juste à la frontière de cette partie-là, on en fait partie, ils ont annoncé qu'ils allaient faire du très haut débit, que c'était programmé, entre 2015 et 2020. Bon. Du coup, en ce moment, le département du Val d'Oise est en train d'envisager d'aider l'ensemble des communes à faire de la montée en débit, c'est-à-dire au moins passer au-dessus de 4 mégas, mais ce n'est pas possible. En tous les cas, elle va pouvoir le faire sur tout le nord du Val d'Oise, mais sur la partie sur laquelle France Télécom a dit que quelque chose était programmé, on ne va pas pouvoir agir. Donc on a un vrai problème sur ces questions-là. Et je pense, ça c'est une des questions qui a été posée à l'Assemblée générale de la VICA, c'est que les collectivités territoriales, sur tout le territoire, les régions, les départements, les villes, se sont extrêmement engagées. Parce que pour nous, c'est un enjeu économique fort. Je vous dis, nous, dans ma commune, à Bouffémont, il y a des entreprises qui s'en vont parce qu'on n'a pas du haut débit. Et je parle de haut débit, je parle de 4 mégas. Bon. Donc c'est des enjeux. C'est pour ça qu'il y a de l'impatience. C'est parce que on est en train de désertifier des territoires parce qu'on n'aimait pas du haut débit. Et on est dans cette situation où, finalement, aujourd'hui, c'est comme l'électricité, l'eau, le gaz, il faut que le numérique soit partout et au moins qu'on ait du haut débit partout. Bon. Donc la question qui est posée, c'est que les collectivités territoriales se sont engagées, y compris financièrement, de manière extrêmement importante, très importante, pour aménager le territoire, et on les met dans une situation de supplétif des opérateurs privés. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent intervenir que là où l'opérateur privé n'intervient pas, et donc là on a un vrai problème. Or, on l'a vu pour l'électricité, le gaz, l'eau, que les collectivités territoriales connaissent leur territoire, sont tout à fait crédibles pour être actives et décider de ce qu'il faut faire sur leur territoire. Et il n'est pas normal que le cadre aujourd'hui, le cadre législatif, ne leur donne pas la main sur ces questions-là. Aujourd'hui, on est des supplétifs. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions donc, sur Twitter, et peut-être on pourrait commencer par celle-là, qui est une question qui peut apparaître de base, mais à laquelle je crois il est très important de répondre pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. C'est une question de Willy Brown qui demande comment se décide la mise en place de la fibre. En fait, comment est découpé le projet? Est-ce qu'il y a une priorité aux zones denses, etc. Donc, est-ce que M. Moret pourrait peut-être répondre à cette question sur les 3 zones et expliquer un petit peu quels sont les enjeux qu'il y a derrière? Merci. Oui, moi j'aimerais quand même répondre à quelques propos qui ont été tenus, parce qu'il y a des choses que je trouve presque effrayantes qui ont été dites, notamment par M. Lombardini. Pour une fois, c'est pas Orange qui m'a le plus choqué, vous voyez, tout arrive. Mais quand vous dites laissez faire les opérateurs, c'est certain que l'on entérine et que l'on encourage cette fracture dont je parlais tout à l'heure. Et il ne faut pas leurrer les gens, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Quand vous dites on est sorti des zones très denses, peut-être, mais vous restez dans des zones, et encore une fois je ne vous blâme pas, vous êtes des opérateurs privés, vous avez besoin de faire des résultats. Vous restez dans des zones où il y a un minimum de rentabilité. Vous restez dans les agglomérations. Je vais prendre l'exemple de mon département, qui est un exemple que je connais peut-être mieux que d'autres. 675 communes, vous allez en faire maximum une dizaine. Donc, quid des autres? Et quand vous poussez le bouchon jusqu'à dire non seulement que vous déployez très bien, mais qu'en plus, il ne faut surtout pas que les collectivités agissent,
Je trouve ça absolument, excusez-moi d'être un peu brutal, mais je trouve ça absolument monstrueux. Sur ce que disait M. Louette, oui, il y a une impatience numérique. Bien sûr qu'il y a une impatience numérique, parce que, comme le disait M. Assouline, un territoire qui n'a pas de numérique, il est voué au déclin. Il est voué au déclin économique, il est voué au déclin en termes d'attractivité des personnes. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et ce besoin de numérique, on le voit très bien dans un sondage qui m'a moi-même surpris, qui a été réalisé par l'Association des maires ruraux. Et on voit que les maires ruraux placent en priorité numéro 1 le numérique, devant des sujets auxquels ils sont pourtant très attachés et qui sont leurs écoles et leur infrastructure routière. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en zone rurale, c'est plus important d'avoir du numérique que d'avoir un bureau de poste. Donc c'est vraiment le besoin le plus important. Alors Monsieur Louette, vous disiez on ne peut pas avoir du très haut débit partout. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'il faut, de toute urgence, un haut débit pour tous qui soit réel. Alors je suis même moins ambitieux que M. Assouline qui parle de 4 mégas. Si on avait déjà du 2 mégas, je pense que ce serait très bien parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, dans mon département, il n'y a pas que dans mon département, il y a des communes où on n'a même pas du 512 kilobits seconde, ce qui pose même des problèmes aux élus parce qu'aujourd'hui, le maire d'une petite commune, il est obligé d'envoyer tous ses budgets, tous ses éléments financiers à la pairie par Internet. Comment il fait quand il n'a pas Internet ? Donc il y a un véritable problème et c'est justement parce que le très haut débit n'est pas envisageable à brève échéance, qu'il faut au moins une quinzaine d'années pour qu'il y ait partout du très haut débit, là-dessus je suis d'accord avec vous, qu'il faut de toute urgence un haut débit pour tous sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc je voulais quand même ajouter ça parce que ça me paraît tout à fait important. Et M. Assouline qui dit que nos concitoyens souhaitent regarder la télévision par Internet, oui, mais je veux dire, la plupart n'en demandent même pas tant. La plupart, malheureusement, se contenteraient de 2 mégas, voire de 512 kilobits seconde. Donc je crois que c'est ça la réalité des territoires. Je le dis parce qu'aujourd'hui, on est à Paris 16e et tous les gens qui sont dans cette salle n'ont peut-être pas conscience de la réalité de nos territoires et du drame que vivent des territoires qui n'ont pas de connexion. Alors justement, comment est découpé ce territoire ? Ce territoire a été, c'est le programme national très haut débit qu'a mis en place le gouvernement, a été découpé en 3 zones, ce qu'on appelle la zone dense, qui est la zone rentable, sur laquelle effectivement il n'y aura pas de problème pour que les opérateurs déploient, puisque c'est une zone qui est censée être rentable. Ensuite, il y a une zone qu'on va appeler semi-dense, où là, il y a un investissement des opérateurs qui doit être mutualisé. Et dans cette zone, il est possible d'avoir des aides de l'État sous forme de prêts. Bon, je pense d'ailleurs que ce dispositif n'est pas très pertinent parce que je ne suis pas convaincu que les opérateurs aient besoin de prêts de la part de l'État pour déployer. Et à mon avis, une solution avec du co-investissement de l'État serait plus pertinente. Et puis, il y a la 3e zone, qui est la zone non dense, c'est-à-dire l'immensité de notre territoire, la zone rurale, sur laquelle les opérateurs n'iront pas parce que c'est une zone qui n'est pas rentable. Et c'est sur cette zone, et sur cette zone seulement, selon le programme national très haut débit, que l'État pourra accorder des subventions aux collectivités qui accepteront de déployer sur ce territoire. Et avec un point extrêmement négatif qui est apparu récemment, comme quoi on ne va pas forcément dans le bon sens, les ministres ont annoncé lors de leur conférence de presse au mois d'avril, les ministres concernés, c'est-à-dire Aménagement du territoire et Industrie, que lorsqu'une collectivité va dans une zone considérée comme rentable, eh bien, elle perd droit à toute subvention, même si dans le même temps, elle va en zone non rentable. Précédemment, on considérait que la collectivité pourrait avoir droit à une subvention pour la partie non rentable de son déploiement. Et bien là, pour l'inciter à ne surtout pas aller dans des zones où les opérateurs sont susceptibles d'aller, ce qui par là même exclut toute péréquation, eh bien, elle se prive de droit à toute subvention. Donc on est vraiment dans un système que je ne considère pas du tout comme vertueux, mais ça, je crois que vous l'avez tous compris. Merci. Je propose qu'on prenne des questions dans la salle. Bonjour, Jean-Luc Dormois. Une question sur le côté riche de la fracture numérique ou supposée-t-elle. Et la 4G, ça s'achète dans les boutiques à New York en ce moment. Je crois que l'Allemagne est équipée fin 2012. Qu'en est-il en France ? C'est une question pour les opérateurs. Alors,
vous êtes vraiment, vous, à l'autre extrême, si vous voulez, non, physiquement presque. Mais je vais vous répondre. Bon, la 4G va arriver. On est en train d'acheter les blocs de fréquences qui permettront de la déployer. Mais comme on l'a mentionné à l'instant, c'est vrai que là, si on veut, comment dire, essayer de partager complètement le sujet, il faut achever un instant de parler de ceux qui n'ont pas encore du tout de téléphonie ou ceux qui n'ont pas du tout de début de débit. Bon, la 4G viendra. L'État y a évidemment un intérêt majeur. Il s'agit de l'allocation et de la cession de ressources rares qui sont des blocs de fréquences. Bon, il va essayer de les vendre le plus cher possible. Et les opérateurs, probablement, en achèteront des morceaux parce qu'on en a besoin pour continuer à faire face à la progression du débit et du transfert de data auxquels ceux qui sont le plus en pointe sont très attachés et sont des grands consommateurs, alors même qu'à l'autre extrémité du spectre, des gens voudraient juste commencer à surfer sur Internet. Bon. Donc on voit bien d'ailleurs, et c'est ce sur quoi je voulais insister d'un mot, que le sujet est devenu un sujet totalement national, donc puisqu'il est complètement transcomportemental, c'est aussi bien dans toutes les classes d'âge et dans tous les comportements et dans tous les secteurs de l'économie, on a besoin du numérique. J'ai entendu une chose à laquelle je suis extrêmement attaché à titre personnel aussi, qui est le numérique comme fixation de l'emploi. Souvent, on est interpellé par des élus qui disent si vous apportez le débit, si on a le débit, si le débit augmente à tel ou tel endroit, on gardera une PME, sinon elle aura tendance à partir. Je voulais juste développer très très vite deux idées parce que je pense que c'est intéressant, je crois, c'est intéressant de les partager avec vous. On a entendu à plusieurs endroits autour de la table la notion de service public, en fait. Et certains, vous avez dit, monsieur, je l'entends, je le comprends, c'est comme l'électricité, l'eau, le gaz. On a un sentiment d'un numérique qui est de première nécessité. C'est-à-dire que c'est pas une option, c'est devenu quelque chose de complètement indispensable à tous. Alors d'abord, c'est bien dans le sens où ça montre qu'il y a eu une évolution très forte des usages et une adoption du numérique. Encore une fois, quand on se souvient, il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas du tout le cas. Et parfois, d'ailleurs, l'État, l'administration, avec le FIS, par exemple, a joué un rôle accélérateur en rendant quelque chose plus utile. Bon, donc il y a cette notion de service public qui est un peu comme ça, qui transpire ou transparaît dans les débats. Les services publics, il y a différentes façons de les assumer. En principe, c'est le rôle de la puissance publique de les assumer. Donc, ils sont là de les prendre en main, les assumer. Ça n'est pas possible aujourd'hui, compte tenu de l'état qu'on sait déjà suffisamment périlleux des finances publiques. Donc, il y a une autre façon de les assumer aussi, c'est d'en confier une partie de l'exécution à des acteurs privés. Et le sénateur a mentionné tout à l'heure que, hors des zones très denses, les opérateurs n'iraient pas. Permettez-moi de dire que ce n'est pas tout à fait exact quand même, puisque les collectivités territoriales vont mettre en place des régimes concessifs, des DSP, des RIP, elles le font d'ailleurs très activement, auxquels les opérateurs pourront répondre. Et dans ce cadre-là, qui est un cadre concessif, pour ceux que ça intéresse du point de vue juridique, eh bien, il y a capacité de la collectivité à financer une partie du projet et il y aura aussi capacité à recevoir des financements de l'État. L'État a annoncé 900 millions et puis aussi de la collectivité européenne. Puis dernier point aussi que je voulais mentionner, comme on parle de service public, comme il y a cette idée que tout le monde doit l'avoir le plus vite possible, au moins à un niveau minimum un peu partout, se pose aussi assez évidemment la question du financement de cette nouvelle forme de service public. Et là, moi, je crois qu'il y a une double péréquation qu'il faut évoquer. Une qu'on fait déjà quand même, implicitement, qui est la péréquation territoriale. C'est vrai qu'on peut gagner plus d'argent dans des zones très denses où il y a plus de consommateurs. Ça permet aux opérateurs déjà aujourd'hui de financer, de déployer des réseaux quand même dans l'ensemble du territoire. Et puis il y a une autre péréquation, jamais assez, je l'entends bien. On fait partie de la famille, donc la famille, c'est le lieu de tous les conflits. On nous accuse régulièrement de ne pas avoir fait. Mais enfin, on a fait quand même beaucoup. Il y a bien des endroits où on n'a pas encore fait, c'est sûr, je l'admets, je l'entends. Puis la deuxième péréquation, et c'est là-dessus que je vais conclure ce trop long tunnel, mais deuxième péréquation, c'est quand même dans le financement des réseaux. Un truc intéressant à partager ici aussi, c'est que on ne peut pas, et là la puissance publique française et européenne a quelque chose à y voir, on ne peut pas simplement être des transporteurs de volumes de data et de données qui nous échappent complètement, avec des gens qui mettent énormément de données en circulation et qui ne contribuent pas au financement des réseaux. Ces systèmes de free riding, ces systèmes de transport dans lesquels on n'intègre pas dans son compte d'exploitation le coût de la distribution, le coût du transport, il me semble qu'ils doivent être remis en question. Ils vont de pair également avec un problème de reterritorialisation de l'impôt. On ne peut pas avoir énormément de valeur créée et qui échappe entièrement à la verticalité et à la profondeur du territoire, la valeur créée par des grands opérateurs over the top, notamment américains, mais pas que américains, et qui paient des impôts ailleurs, en tout cas pas chez nous. Si j'en crois les chiffres qui sont régulièrement publiés, la contribution des uns est infiniment inférieure à celle des autres, les autres étant à l'espèce les opérateurs qui doivent financer le territoire, le réseau, le déploiement et même un service public que l'État ne peut pas assumer. Merci.
Merci. Donc pour revenir sur Twitter, il y a pas mal de questions donc, autour du fait que le très haut débit et le haut débit pour l'égalité des citoyens doit devenir quelque chose de central. Et pourtant, la Commission européenne s'est refusée à considérer l'accès au haut débit comme ayant un caractère universel. Alors, et je dirais que c'est la question centrale de la table ronde, c'est que est-ce qu'il faut légiférer? Comment légiférer? Et si on se place maintenant en mai 2012, le prochain ou la prochaine président de la République, que devra-t-il faire? Et je pose la question à chacun d'entre vous. Que pensez-vous qu'il devra faire pour résorber ou empêcher que se creuse cette fracture numérique sur notre territoire? Alors, Alain Assouline. Bon, rapidement, pour répondre à la fois à cette question et puis à ce qui vient d'être dit, c'est que bon, il est devenu très clair que on est parvenu sur un des thèmes qui est celui de l'éducation, mais c'en est un parce qu'il y a aussi un problème entre les usages qui sont en train de se développer, l'équipement que par exemple les conseils généraux sont en train de mettre en place dans les collèges et cette fracture numérique. C'est-à-dire, nous on a un collège pas loin de ma ville où c'est un collège tout numérique, mais on n'a pas de haut débit suffisant. Hein. C'est pour ça que là, la question du 2 ou 4 mégas est importante, parce qu'à un moment donné, on développe des usages, on fait une offre triple play, les opérateurs proposent des prix et Free propose des trucs très sympas, etc. Mais il n'y a pas le débit pour le faire. Bon. Donc ça, c'est le premier problème. Et vous avez dit, enfin on l'a dit, l'économie est devenue extrêmement dépendante du numérique. Quand je dis elle est devenue dépendante, c'est que de toute façon aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas en capacité, avec suffisamment de rapidité, de vendre ses produits, de gérer ses stocks, de faire toutes sortes de choses à travers Internet et rapidement, de façon productive, il y a un vrai problème. Donc là, de ce point de vue-là, pour nous, c'est fondamental. Pour les territoires, c'est fondamental. Alors, vous avez dit l'état des finances ne permet pas de dire que c'est à l'État, aux collectivités, qui sont déjà évidemment en grande difficulté financière, de financer ça. Mais de toute façon, pour nous, le numérique est un facteur d'économie. Je pense que c'est un des sujets d'une prochaine table ronde. Bon, donc, ce que je pense profondément, d'ailleurs je le pense sur les déploiements des infrastructures, je le pense aussi sur les usages. C'est qu'aujourd'hui, moi je suis maire adjoint à l'urbanisme dans ma ville. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut construire quelque chose, lorsqu'on veut mettre en place un équipement, etc., il y a cette capacité de la collectivité territoriale d'organiser le territoire, de dire ici on fait ça, là on fait ça, etc. Je pense que les collectivités territoriales doivent être en capacité d'organiser le territoire numérique au même titre qu'elles organisent le territoire territorial. Moi je pense que ça c'est un des éléments, c'est qu'on doit nous reconnaître, et c'est une demande de la VICA, ça a été la motion qu'elle a adoptée avant-hier, c'est que nous demandons de pouvoir avoir le statut d'opérateur, c'est-à-dire qu'on puisse effectivement avoir cette capacité avec les opérateurs, pas simplement d'être des supplétifs, mais d'être ceux qui organisent le territoire numérique et qui, avec les opérateurs, décident. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que les opérateurs ne font rien, ils ont fait énormément de choses. Simplement, les élus ont fait énormément et ils sont dans une situation aujourd'hui qui est de trop grande dépendance et qui ne leur permet pas de jouer un rôle actif sur cette question sur leur territoire. Maxime Lombardini, donc même question, quelles seraient les mesures à prendre? Et s'il y en a à prendre. Maxime, en 2 ou 3 minutes, il nous reste à peu près 4-5 minutes pour... Je vais être bref. D'abord, je voudrais tranquilliser un peu M. Moret, qui trouve mes idées monstrueuses. Je pense que c'est parce qu'il a un petit peu fait un arbitrage entre une partie et l'autre. Mon propos, c'était de dire sur la fibre optique, donc le très haut débit, n'allons pas trop vite. Il y a déjà des initiatives très concrètes avec des engagements précis des opérateurs pour 60% de la population.
c'est juste colossal. C'est beaucoup d'argent, on en a déjà dépensé, donc ce n'est pas juste des intentions. Et c'est là-dessus que je dis, faites un peu confiance aux opérateurs. Quand j'entends il y a quelques jours à l'IDAT, je ne sais plus qui dire, les opérateurs ne jouent pas le jeu. Quelles sont les entreprises qui mettent 2 milliards d'euros sur la table pour un réseau qui ne génère pas 1 euro de marge de plus, hein. On est en train de remplacer du cuivre par de la fibre. Donc on n'est pas vraiment les profiteurs dans le cas présent. Donc je dirais, s'il y a 2 choses dont on a besoin pour le futur, c'est d'une part qu'il y a un choix clair du modèle, c'est-à-dire vous évoquiez tout à l'heure ERDF, RFF, c'était une des possibilités de faire réseau fibre optique de France, qui n'en est qu'un seul, partagé par tous. On a milité pour il y a 3 ans, 4 ans, quand on discutait du modèle. On en a parlé avec M. Moret, on en a parlé avec beaucoup de parlementaires, d'élus divers et variés. Ce n'est pas le choix qui a été retenu. Et d'ailleurs, ce n'est pas tellement le choix, je pense, de l'ensemble des pays d'Europe, mais peu importe. À partir du moment où il n'y a pas un réseau unique et que c'est l'initiative privée qui, sur son capital, sur son risque, développe des réseaux, il ne faut pas lui mettre en permanence des entraves. Quand on développe des réseaux, les 3 opérateurs, hein, et c'est quelque chose de déjà ancien, sur le 92, qui n'est pas vraiment une zone déshéritée, quand on développe des réseaux à Neuilly, à Boulogne, et qu'on voit arriver une DSP du Conseil général avec des subventions, qui entrave notre développement, qui crée une rupture d'égalité, on ne voit pas tellement où est la logique. Donc ce dont on a besoin, c'est qu'on soit clair sur le modèle. Je crois que les choix ont été faits, le cadre est là, et il fonctionne. Et ensuite, naturellement, trouver une complémentarité. Je n'ai pas dit, tout va bien aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. On a milité ardemment, et avec le régulateur et l'opérateur historique, on a maintenant une offre de montée en débit très efficace, qui je pense va être mise en œuvre sur les mois qui viennent. Et ça, c'est pour justement que dans le plus de communes de France possible, le débit soit plus élevé, qu'on puisse vendre le triple play, ce qui est notre métier, donc on ne va pas être opposé à ça. De la même manière, tout ce qui est extension du dégroupage sous toutes ses formes pour apporter le triple play, c'est notre métier quotidien, c'est l'indicateur qu'on suit, je dirais, en premier, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc je dirais les 2 messages, c'est qu'il y ait un choix du modèle qui soit clair et qu'on ne soit pas en permanence entre les deux, c'est-à-dire à nous dire c'est la concurrence par les infrastructures, mais dans le même temps on vous met des taxes, qui est une forme de collectivisation qui ne dit pas son nom. Et je pense que les Français, si on leur demande vraiment, est-ce que vous avez envie de nouvelles taxes pour financer des réseaux, je pense qu'ils diront non assez vite. Ils ont envie de pouvoir d'achat, ils ont envie d'abonnements moins chers sur le fixe comme sur le mobile, pas forcément de nouvelles taxes. Donc ça, c'est le premier sujet. Et après, mais ça c'est très avancé et je pense bien fait entre régulateurs, pouvoirs publics, collectivités locales et opérateurs, c'est de trouver la complémentarité. À quel endroit il faut de la fibre tout de suite, à quel endroit il faut de la fibre plus tard, à quel endroit on étend le dégroupage, à quel endroit on fait la montée en débit, pour gérer au mieux nos ressources, les ressources privées et les ressources publiques, et non pas se dire il faut mettre du très haut débit partout tout de suite, qui est juste pas à hauteur de nos moyens, collectifs, hein, pas seulement les entrepreneurs. Merci beaucoup. Hervé Moret, alors, donc faut-il laisser faire les opérateurs ou permettre aux collectivités territoriales de devenir opérateurs d'opérateurs? Faut-il faire intervenir l'État? Qu'en pensez-vous? Je crois que votre question de départ, c'était que doit faire le prochain président de la République. Exactement. Moi, je crois que le prochain président de la République, il doit reprendre la main. C'est-à-dire que l'État doit aussi reprendre la main. Alors, non pas que je sois un collectiviste, hein, je rassure M. Lombardini, mais parce qu'aujourd'hui, c'est très clair, au niveau de l'État, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Il n'y a même plus de ministère spécifiquement chargé du numérique. C'est noyé dans un grand ministère où il y a plein d'autres urgences à gérer. Il n'y a plus de ministère chargé de l'aménagement du territoire. C'est noyé dans un grand ministère où il y a plein d'urgences à gérer. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, les opérateurs font ce qu'ils ce qu'ils veulent, quand ils veulent, là où ils veulent. Et les collectivités sont réduites à la portion congrue, c'est-à-dire un rôle de supplétif, sans forcément les moyens de remplir leur mission. Et je crois qu'il faut que l'État puisse même, dans certains cas, se substituer aux collectivités, parce qu'il y a des collectivités dynamiques, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des collectivités qui ne sont pas dynamiques. Moi, malheureusement, je suis dans un département où le Conseil général n'a pas fait du numérique sa priorité. Donc on a une espèce de situation dont on ne sait pas comment se sortir. Et vous voyez bien que sur la mise en place des schémas d'aménagement numérique des territoires, il y a un tiers des départements qui n'ont encore rien fait. Donc il y a une inégalité des citoyens qui est encore plus grande selon les territoires en fonction du dynamisme des collectivités locales. Et il faut que l'État puisse agir quand une collectivité locale n'est pas dynamique. Moi, je voudrais revenir un instant sur la question du financement pour plusieurs raisons. D'abord parce que M. Assouline a très bien rappelé que le déploiement du très haut
était source d'économie. Il y a des études de l'OCDE qui montrent que c'est un investissement qui est remboursé en 10 ans. Ensuite, parce que les montants en question ne sont pas si considérables que ça. Dans le rapport que j'avais remis au Premier ministre il y a un peu plus d'un an, on avait évalué à un besoin annuel de 660 millions ce qu'il fallait pour alimenter le Fonds d'aménagement numérique du territoire sur 15 ans. 660 millions, c'est quand même pas colossal. Je vous rappelle que l'augmentation de la TVA sur l'offre Triple Play en 2011 a généré une recette supplémentaire d'1,1 milliard, c'est-à-dire près du double de ce dont on aurait besoin pour déployer la fibre. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'avais proposé qu'on prélève une partie de cette recette supplémentaire pour alimenter le fonds, et ça n'a pas été retenu. Moi, si j'ai proposé dans mon rapport la création d'une taxe qui, je le rappelle, est une taxe non pas sur les opérateurs, mais une taxe un petit peu sur le modèle de l'éco-taxe, c'est-à-dire une contribution de solidarité numérique de 70 centimes par mois sur les abonnements, c'est parce que c'était la demande du Premier ministre de proposer des recettes ad hoc. De même, je reprends ça dans ma proposition de loi, parce que sans ça, ma proposition de loi aurait été déclarée irrecevable au Parlement parce qu'elle générait des dépenses sans créer de recettes. Donc je suis obligé de mettre ça dans la proposition de loi, mais je suis convaincu qu'on peut arriver à dégager cette somme simplement par redéploiement. J'ai donné l'exemple de l'augmentation de la TVA sur l'offre Triple Play, mais je rappellerai, comme l'a fait le président de l'ARCEP lui-même dans un colloque, qu'aujourd'hui on met encore 4 milliards tous les ans sur les routes. Je pense qu'on pourrait mettre un petit peu moins sur les routes et mettre un petit peu plus sur le déploiement de la fibre, qui me paraît quelque chose de tout à fait fondamental. Voilà, pour ne pas être trop long, comme je sais que le temps nous est compté. Merci beaucoup. Monsieur Pierre Louette, donc toujours la même question. Qu'attendez-vous du prochain président ou présidente de la République ? Ouais, écoutez, toujours la même réponse. Moi, j'attends, comme beaucoup, je pense, ici, effectivement, que des choix soient effectués au profit de cette ambition numérique, si définitivement elle est au sommet des ambitions et des priorités. Voilà. Donc il faut achever de mettre les choses en harmonie, continuer à faire des choix dans les choix des dépenses publiques aussi, hein, ça commence par là, et puis, comme le disait Maxime très justement, continuer à laisser aussi les opérateurs dans le cadre voté par le Parlement, donc c'est pas nous qui l'avons défini, ensuite mise en œuvre par l'ARCEP, c'est pas nous qui l'avons créé non plus, ni nommé ses membres, dans ce cadre-là, faire vivre ce qui a été mis en place. Ça finit, actuellement, c'est en train de prendre, en un mot simplement, personne ne se faisait tellement de soucis pour les zones très denses. Évidemment, elles sont particulièrement rentables, donc les opérateurs privés y allaient de toute façon. On a traité avec Free et avec SFR tout récemment la question des zones moins denses autour des cœurs de ville. Donc on arrive à 60% de foyers dont on sait comment on va apporter une solution. L'accord avec SFR en particulier, il permet de faire plus de fibres par euro investi. C'est un accord assez intelligent dans le cadre qui a été posé et en liaison avec l'autorité de la concurrence, hein, puisque donc on sait qu'on n'ira pas faire des réseaux aux mêmes endroits, mais être plutôt dans une forme de complémentarité. Free, Bouygues, éventuellement d'autres pourront souscrire à ces offres qu'on a publiées, qui sont totalement disponibles. Et puis les 40% qui restent, et c'est absolument pas, une façon désinvolte de parler d'eux, on va intervenir dans des régimes concessifs. Les collectivités territoriales, effectivement, seront appelées à être plus motrices dans ce champ-là. L'Europe est prête à aider. Et les solutions de montée en débit viendront avec du VDSL, 1, 2, du satellite, différentes choses qui permettront d'apporter quand même jusqu'à 25 mégas, tôt ou tard, progressivement, jamais assez vite, encore une fois, je conclurai là-dessus. Le prochain président, il a intérêt peut-être à pas susciter plus d'impatience numérique, mais à mieux la gérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc le débat a été fort riche. Beaucoup de questions sur Twitter. Questions peu nombreuses dans la salle parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. J'espère en tout cas que l'objectif que nous poursuivons va être atteint, c'est-à-dire que les candidats à l'élection présidentielle vont prendre à tâche de ce que nous disons et des interrogations des internautes et apporter des réponses claires et précises dans leur programme numérique. Maintenant, nous allons laisser la place à une autre table ronde. Merci à tous. Merci, monsieur le sénateur. Merci, messieurs.